Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc c'est fait, le Parti Socialiste déclare un moratoire sur sa participation à la NUPES. Après les communistes, les socialistes s'éloignent de l'alliance des gauches née au lendemain des législatives l'année dernière. Les divergences à propos du Hamas ont éloigné les mélenchonistes de leurs partenaires. Des propos qui divisent même au sein de la France insoumise en interne, Philippe. Oui, alors est-ce que pour vous la NUPES c'est définitivement terminé? Est-ce que la gauche d'ailleurs est encore une force politique? Quand on regarde le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio pour les européennes, aucun des 4 partis de la NUPES n'atteint les 10% des suffrages. Si on en croit l'IFOP pour Sud Radio, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité est là pour en parler, André Chico Di Cola, éditorialiste et conseiller éditorial à la Marseillaise. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous. Philippe, cette question, est-ce qu'on peut encore faire l'union de la gauche sans la tête de liste, si je puis dire ça? Alors paradoxalement, venant de ma part, je trouve dommage que la gauche et l'extrême gauche soient dans un tel état. Deuxième observation, c'est le fait que, bien sûr, il est tout à fait possible pour le Parti communiste, les socialistes et Europe Écologie Les Verts de se réunir. Ils l'ont déjà envisagé d'ailleurs pour les européennes, de telle manière qu'ils se détacheraient de LFI et l'emprise délétère de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne suffirait pas. Ce qui m'importe, c'est de savoir si cette union sans Mélenchon, en dehors de LFI, permettrait aux dissidents de LFI de créer un groupe autonome, ils y songent, et qui pourrait se rattacher aux forces qui ne veulent plus de Mélenchon. Je crois que le futur dépendra de ça. Olivier d'Artigol. Moi, je suis convaincu qu'il existe des ressources considérables dans notre société pour un beau projet de gauche. Regardez ce qui s'est passé sur la séquence des retraites. Combien la question du travail, par exemple, a été débattue, discutée, instruite. Mais il faut une perspective. Et tout le monde voit bien que la forme actuelle de la NUPES ne permet pas cette projection. Donc il y a des choses, non pas à reconstruire, mais à inventer autour d'un nouvel imaginaire politique de gauche, et je crois qu'il y a vraiment des forces, des élus, des responsables politiques qui peuvent converger vers cet objectif. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que c'est déjà plus un partage de la vie politique qui est pertinent, la gauche, la droite. Personnellement, je me sens plus proche d'un Montebourg que d'une Valérie Pécresse. Et puis, Olivier parlait du débat sur les retraites. Marine Le Pen était alignée normalement sur les positions dites de la gauche. Or, une certaine gauche libérale était plutôt sur les positions macronistes. Donc je pense que c'est un clivage qui n'a plus aucun sens. Ensuite, est-ce que la gauche peut se passer de Mélenchon? Actuellement, personnellement, je ne le pense pas, parce que la politique, ça se fait quand même avec des caractères, avec des personnalités, avec du charisme, des gens qui ont une largesse nécessaire pour englober derrière eux, derrière leur bannière, des courants de sensibilité très différents. Regardez Sarkozy, ce qu'il a été capable de faire en mettant derrière lui une droite identitaire, une droite souverainiste, une droite libérale. Mélenchon aussi, il a derrière lui de multiples courants, mais qui tiennent au fait qu'il a une personnalité assez exceptionnelle. Ça me coûte de le dire, parce que Mélenchon n'est vraiment pas un personnage politique que j'apprécie dans les idées. Mais c'est quelqu'un qui a une profondeur historique, qui a une envergure intellectuelle, qui a quitté le Parti Socialiste seul parce qu'il y avait été humilié, et qui a reconstruit un courant de gauche qui aujourd'hui est majoritaire dans le pays, ou en tout cas au moins dans son groupe. En tout cas, qui existe. Qui existe et qui a beaucoup plus de force que le PS d'Olivier Faure. Et puis, il a une maestria. Quand il se lance dans des campagnes, il est capable de retourner totalement une campagne. Souvenez-vous de la campagne présidentielle de 2022, il est parti sur un chantier où tout le monde à gauche voulait partir de son côté, Taubira y compris, des primaires qui étaient organisées n'importe comment. Il arrive avec un score de plus de 20% en faisant l'unanimité à gauche. Donc il est très fort. Est-ce que c'est une rampe de lancement pour Olivier Faure, selon vous, Philippe Bilger? Non. Moi, je trouve que je suis parfois le seul à défendre Olivier Faure, dont on surestime l'ineptie. À cause de cette opération de sauvegarde pour le Parti Socialiste, après les élections, on considère qu'il a perdu son âme. Je ne le vois pas avec un destin national, Olivier Faure. Mais mon Dieu, pour l'instant, le moratoire, de la même manière qu'au Parti communiste, il y a aussi une forme de moratoire qui a été décidé. Je trouve que c'est une bonne chose, et je trouve que Mickaël, et je finis là-dessus, il me semble que vous confondez
le Mélenchon brillant d'il y a quelque temps avec le Mélenchon d'aujourd'hui qui me semble plus gouverné par ses humeurs, sa volonté de domination que par sa lucidité politique. Mais je le dis très modestement, Michael. Avec nous, André Cicco-Nicola, éditorialiste et conseiller éditorial à la Marseillaise. André Cicco-Nicola, vous avez entendu les vraies voix. Il y a quand même une question qui se pose. Que reste-t-il de la gauche sans NUPES ? Il voulait faire une liste unique. Désormais, c'est terminé. Des 4 partis de la NUPES dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio du jour. Sur les européennes, aucun parti n'atteint les 10%. Est-ce que vous André êtes là ? Cicco-Nicola ? Non, je crois qu'il est pas là. Allô ? On a un petit problème de son aujourd'hui. On parlait d'Olivier Faure, Olivier d'Artigol. Est-ce qu'il n'était pas quand même écrasé par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est pas le moment justement André pour lui l'a dit, j'espère qu'il va revenir parce que son éclairage était intéressant. L'accord électoral aux dernières législatives, s'est fait le pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que ça a été des négociations très sévères pour les alliés de Jean-Luc Mélenchon. Dès l'installation de la nouvelle mandature, il n'y a pas eu un groupe unique, NUPES, mais 4 groupes constitués. Et depuis ce moment-là, la NUPS n'a cessé d'étaler des désaccords sur des sujets très importants pour l'avenir de notre pays, qui ne sont pas minces. La question énergétique, les conséquences qu'on doit tirer des émeutes dans les banlieues, ça n'est pas rien. Ouais. L'abaya, ça n'est pas rien. Mais je vois aussi qu'il y a au sein de l'électorat insoumis de Jean-Luc Mélenchon de premier tour des bougées aussi. Les sondages ont montré qu'une majorité de personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour sont favorables à ce qui a été décidé sur la Baïa. Oui. Il y a donc des choses qui sont en train de bouger. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, son principal adversaire, c'est un hubris, un tempérament, une colère quasi permanente. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais moi, je rejoins Philippe sur ce qu'il a dit et qu'il a d'ailleurs dit hier soir. Je l'ai vu intervenir. Les gens qui essayent de faire de la morale en disant Olivier Faure a vendu son honneur pour un plat de lentilles, moi je fais pas de morale en politique, il a essayé de sauver son parti, il a cru stratégiquement qu'il allait être capable de faire ce que Mitterrand avait fait avec le Parti communiste, à savoir de s'allier avec une branche plus radicale pour finir par la retourner à son profit. Seulement Olivier Faure, et là c'est mon point de critique, n'est pas François Mitterrand, ni par l'intelligence, ni par le caractère à mon avis, donc c'est un échec total. Pour ce qui est du reste, peut-être que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon peut avoir une sensibilité sur les sujets de sécurité, d'abaya, etc. En tout cas, il faut dire que c'est franchement pas leur priorité. Mais Olivier d'Artigol, vous qui êtes de gauche, on essaie de joindre Cicco-Nicola, il y a un problème de relation avec son téléphone portable, on le rappelle. Ma question sur aucun parti qui atteignent les 10% dans le dernier sondage, est-ce que ça prouve pas le niveau de faiblesse de la gauche aujourd'hui ? Mais c'est la vérité des prix. Bon, sur un scrutin, sur un scrutin où si vous faites plus de 5%, vous avez des élus. Donc le fait que vous puissiez... Les 4 auraient des élus, même Léon Desfontaines est à 5. Oui, donc c'est un autre scrutin. Mais l'essentiel est que l'ensemble de ces forces puisse, pour ce qui les concerne, établir une stratégie, mettre en place des moyens pour l'atteindre. Par exemple, Fabien Roussel dit assez crânement « Je souhaite reconquérir l'électorat populaire, qu'il soit ou dans l'abstention ou d'un vote très à droite. » Donc, Georges Marchais fait 15% au premier tour en 81, ça n'a pas empêché l'élection de François Mitterrand. Donc, je pense qu'il y a tout un... La composition sociologique a changé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une partie de la gauche n'est plus capable... ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'une partie de la gauche, en fait, mais c'est par atavisme sociologique ou historique ou politique, mais refuse de voir qu'ils ont des points d'accord parfois avec Marine Le Pen. Ça leur fait mal. Absolument. Ça leur fait mal de comprendre que, en effet, les deux camps s'opposent dans une certaine mesure. Si un jour où il fait 40 à l'ombre, Marine Le Pen dit il fait chaud, on va pas dire il fait froid. Et ben la gauche a tendance quand même un petit peu à le faire. Je pense qu'une partie peut-être un peu moins sectaire serait prête à discuter, mais en réalité, je n'y crois même pas. Mais si elle n'est pas capable d'acter que sur des sujets d'opposition sur certains points en l'Europe, d'ouverture à tous les vents de la mondialisation, d'une certaine forme de libéralisme, moi je pense que la France n'est pas du tout en train de devenir un pays libéral, loin de là, mais d'une certaine forme de libéralisme qui est en train de s'instaurer au niveau de l'État, ils sont pas d'accord,
Mais dans ce cas-là, l'alliance politique n'adviendra jamais. Mais au-delà de la, pardon Cécile, Allez-y, au-delà de la difficulté pour la gauche d'admettre des similitudes avec le Rassemblement national, il me semble que c'est paradoxal de la part de la gauche et de l'extrême gauche. Il y a une sorte de répugnance à l'égard de tout ce qui est majoritaire dans le peuple. C'est-à-dire que même dans la gauche, théoriquement la plus populaire, il reste un snobisme de l'intelligence qui l'a fait, sauf chez Fabien Roussel. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les communistes, même si j'étais en désaccord avec eux. Et ça nous avait échappé. Non, mais ça a beaucoup changé. Du sujet, rien de grave. Non, mais les communistes n'ont jamais fait dans le snobisme politique. Oui. Ils n'ont jamais eu peur du peuple. Et il y a une forme de bon sens qui avait le droit d'être exprimé, alors que de l'autre côté, il y avait une répugnance. Mais en tout cas, je prends date sur un point. Le macronisme a voulu faire croire qu'il représentait à lui seul le camp de la raison. Et qu'il y avait donc des deux côtés, côté gauche et côté droit, des forces qui n'avaient pas, j'ai envie de dire, la possibilité de pouvoir gérer le pays, de pouvoir... Et je suis convaincu, ça s'est passé dans d'autres pays, qu'après ces gouvernements dits centristes, très technologie, très techno, très sur le bon sens, en voulant vraiment couper tout débat politique, derrière, il y a le retour d'un clivage droite-gauche. Et là-dessus, on est peut-être en désaccord, Michael, mais je viens d'une culture politique où ce clivage droite-gauche a permis quand même de beaux moments démocratiques et a permis de trancher sur des options. Et l'alternance permettait aussi des respirations politiques sur des choses assez tranchées. Et ça, moi, j'ai la nostalgie de ça. Bien sûr, mais parce que le clivage de l'époque s'installait sur un contexte mondial, pas seulement national, qui était totalement différent. À l'époque où il y avait deux grands blocs, on identifiait plus simplement la question de la droite et de la gauche. Aujourd'hui, les clivages se recomposent complètement. Ils sont plus multiples, à mon avis, qu'à l'époque. C'est vrai aussi. Sur le front de la mondialisation, sur le front de la défense de la laïcité, sur le front de l'Europe, on en a parlé. Donc, il y a un éclatement du paysage politique, avec en plus derrière ça un phénomène civilisationnel qui est que les individus, étant quelque part de plus en plus individualistes, ont envie d'être représentés dans leur petite catégorie, d'où l'explosion des petits partis type le parti animaliste, etc. Mais pour que la gauche revienne, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'une fois pour toutes, elle ose parler des vrais problèmes qui touchent les classes populaires? Je pense notamment à l'immigration ou à l'insécurité, où elle a souvent été angéliste. Mais de toute manière, si la gauche souhaite retrouver les affaires, elle devra mettre sur la table une pensée politique, un projet concernant la question migratoire. Elle devra traiter la question de... Et quand Marine Le Pen dit juste, elle a raison. Non mais moi je reprends. Oui, non, c'est pas si on prend par exemple la question des salaires. Est-ce que vous savez, on me dit Marine Le Pen défend l'augmentation des salaires. Je sais ce que tu vas dire, Olivier. Mais parce que c'est factuel. Tu vas parler des cotisations patronales. Sa seule proposition sur les salaires, c'est justement baisser les cotisations sociales patronales, qui est un levier puissant pour le financement de notre système Donc il faut regarder plus près que certains mots d'ordre et un certain affichage. Mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'une certaine gauche, pas toute la gauche, ait fait un refus d'obstacle pour des questions qui tenaillent les classes populaires, parce que ça fait partie de leur vécu. Ceux qui vivent le plus l'insécurité dans le pays, ce sont les classes populaires, ce sont les quartiers populaires. Bien sûr. Michael Sadoun, je rebondis sur ce que disait Philippe Bilger. Est-ce que finalement, Fabien Roussel, c'est pas le plus courageux de tous? Parce que entre le barbecue, la viande, le nucléaire, tout le monde lui pose la question en disant, mais en fait, vous êtes de droite, en fait, Fabien Roussel. Oui, c'est ça. J'allais dire à Olivier qu'en fait, la gauche serait de retour le jour où elle serait de droite, en réalité. Donc, le barbecue est de droite. Oui, ça c'est sûr. Et le quinoa est de gauche. Non, mais... quelle horreur. Fabien Roussel, je ne sais pas si c'est courageux, parce qu'il a compris aussi qu'il y avait une offre politique qui manquait et qu'il allait s'engouffrer dedans. Je pense que c'est habile de sa part. Oui, mais il y a un risque. Quand je dis c'est courageux, il y a quand même un peu un risque. Regardez, il s'est fait déballonner par tout le monde. Je pense que tout le monde a identifié que dans ce pays, il y avait des classes populaires qui étaient encore réticentes à voter
pour Marine Le Pen, pour des raisons historiques, générationnelles, etc., qui était soucieuse quand même des thématiques sécuritaires, identitaires, etc. Et tous les partis politiques essaient de jouer sur ça. La rentrée politique de Gérald Darmanin, souvenez-vous, la tonalité sur laquelle elle s'était faite, à Tourcoing, auprès des catégories populaires, pour dire « nous sommes avec vous ». La sécurité, c'est le bien de tous. La nation, ça n'est pas quelque chose à dévaloriser parce que c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Donc précisément, il n'y a rien de plus social que de valoriser la nation. Donc moi, je pense que c'est une inquiétude partagée par l'ensemble du spectre politique. Très bien que Fabien Roussel s'en soit soucié et qu'il représente à gauche une sensibilité que je préfère. Cécile, vous avez raison pour Fabien Roussel, mais il faut bien voir que ce qu'il offre est assez limité tout de même, parce que il a une personnalité, moi, que je trouve assez irradiante sur le plan de la chaleur démocratique. Il a les goûts que vous avez énoncés et qui font plaisir à beaucoup de Français. Ce que je continue à regretter dans le Parti communiste, sans être un spécialiste de l'économie, c'est que ça apparaît toujours relativement simpliste dans la vision économique et sociale. Faire payer les riches, et deuxièmement, en permanence, même chez cet homme estimable, le sentiment qu'il rêve d'une sorte de fracture sociale. Il faut donc que vous preniez connaissance du programme des jours heureux. Voilà, oui, mais juste, il nous reste moins de 2 minutes. Olivier d'Artigol, pour reprendre cette question sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il peut revenir ? Est-ce que c'est fini, ou est-ce que là on tire un trait sur Jean-Luc Mélenchon, sur En politique, c'est la petite expérience que j'ai. Rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. André Labarrère, l'ancien maire de Pau, disait en politique, quelqu'un qui est blessé mais pas tué, désolé pour l'image, peut toujours revenir. Il y a eu, regardez le retour. Qui aurait parié sur Mitterrand après l'affaire L'Observatoire? Mitterrand. Mitterrand. non mais c'est parfaitement vrai. Ouais. Donc personne ne peut dire aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle et qui ne réalisera pas de nouveau un score important. Oui, mais il lui manque une patte quand même, parce que ça se désolidarise chez les filles. Oh oui, là je pense que ça y est, c'est la fin. Non seulement ça explose dans la NUPS, mais ça explose au sein de LFI. Au sein de LFI. Je pense que des figures comme Ruffin, Corbière ont envie de prendre de la place, d'incarner une autre sensibilité, de montrer qu'ils ont aussi du leadership. Moi, je trouvais, alors encore une fois, c'est pas ma sensibilité du tout, mais que quelqu'un comme Quatennens avait du talent. Bon, il a explosé en vol pour des raisons qu'on connaît, mais ça y est, je pense que l'ère Mélenchon, à mon avis, pour moi, est terminée. Cécile de Ménibus, vous croyez pas quand même que Olivier d'Artigol pourrait être le grand leader de la gauche française? Je ne fais plus de politique. Vous savez, je suis un commentateur. Ça peut vous gratouiller à nouveau. Non, absolument pas. Je suis un commentateur, un observateur, et ça me va très bien. Il est remarquable comme chroniqueur. Non, gardez-moi avec vous, vous n'allez pas m'envoyer dans la fosse. Comme acteur, on serait obligé de s'opposer à lui. Je préviens vos futurs électeurs de dire que vous êtes hyper mauvais joueur. C'est-à-dire que si on vous piquait des voix, mais vous seriez furibond. Mais je vous dis pas le truc. Si on ressort les bandes du qui c'est qui l'a dit, sa carrière est terminée. C'est fini, on a des dossiers. Merci beaucoup Mickaël Sadoun d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Et vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler de carburants un peu spéciaux.